Croire en histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole, dit Simone Weil. Face à la thèse qui veut que la révolution haïtienne soit fille de la révolution française et que les Noirs de Saint-Domingue auraient appris à revendiquer le droit seulement après que les nouvelles de 1789 soient connues dans la colonie, on peut se demander si la contagion révolutionnaire n'est pas plutôt venue des esclaves, dit Pierre Hervé. Au tête, mes amis internautes, il est important de vous rappeler toujours que mon nom colonial est Jean-Gilles Joseph et mon nom Kamit, mon nom de combat est Akhenaton Djouti Imhotep. Il me paraît évident de faire un bref rappel. Donc les historiographes et les historiens occidentaux nous font comprendre que la révolution haïtienne soit fille de la révolution française. Donc un regard critique sur ce stratagème intellectuel peut pousser n'importe qui à comprendre la raison d'être de cette approche historiographique. L'approche est inscrite dans la continuité de l'idée disant que le nègre ne peut rien faire pour lui-même et que le nègre est un grand enfant et que la race noire est au pied de l'échelle incapable de n'importe quelle civilisation. D'ailleurs, David Hume, philosophe anglais, dit qu'il n'y a des civilisations que de blancs. Donc c'est dans ce sens qu'on voulait faire croire au monde que la révolution haïtienne était influencée par la révolution française. Et pour eux, le nègre a été libéré, mais le nègre ne se libère pas. Parce que le nègre n'a aucune potentialité pour concevoir ce qu'était la liberté pour eux. Parce que pour eux, le nègre est un animal, une corde tendue entre l'humanité et l'animalité. Pour eux, le nègre est descendu des orang-outans, selon leurs propres physiologistes, c'est-à-dire selon Julien Joseph Viré. Donc, pour eux, il y a des sentiments humains que le nègre ne peut pas avoir, parce qu'il est une bête, un bien meuble. C'est ce qui est écrit dans le Code noir. C'est ainsi que pour des sociologues occidentaux, la révolution haïtienne a été possible grâce aux mulâtres parce qu'ils ont en eux un peu de semblant. Beaucoup d'hommes de ma race ignorent jusqu'ici cette approche. Mais amis, si vous ignorez ceci, il est important de vous rappeler qu'elle a été dite par Alexandre Bonneau en 1856 dans son livre « Les Noirs, les Jaunes et la littérature française en Haïti ». Bonneau déclare, il dit, au lieu de concevoir parmi les hommes de l'Europe, ils ont voté des lois pour leur interdire le pays. Qu'ils continuent à marcher dans cette voie. Et bientôt le seul élément de progrès qui existe parmi eux, le levain japhétique, la goutte de sang français, finira par se perdre dans le torrent de sang nègre. Alors, le soleil de la civilisation se sera couché sur leur indépendance pour ne plus s'élever. On peut le constater. Le seul élément de progrès selon eux est le sang français coulant dans les veines des mulâtres haïtiens. Donc les nègres qui n'ont pas de sang français ne peuvent rien faire en termes de progrès et de civilisation. Et c'est dans ce sens que les mulâtres haïtiens ne veulent pas mêler leur sang avec les noirs du pays jusqu'à nos jours. Parce que dans l'historiographie haïtienne, les mulâtres qui avaient accès d'aller en France pour y étudier, se faisaient les premiers historiens haïtiens. À ce titre, ils cherchaient à salir les héros noirs et à valoriser les héros mulâtres. Et c'est dans ce sens qu'ils calomniaient Dessalines, Christophe, Capral-Amor, Sounouk, Antoine Simon et tant d'autres. Et à partir de là, cela donne naissance à deux courants de doctrine sociale qui s'affrontent en Haïti. Le noirisme et le mulâtrisme. Donc, le père de l'histoire haïtienne, selon eux, est le mulâtre Thomas Madiou. Et cet homme, en venant d'étudier en France, il avait demandé une histoire d'Haïti. Il n'en avait pas trouvé. Et certes, il commençait à écrire des ouvrages en plusieurs tomes constituent la base de l'historiographie haïtienne. Donc, il fait remonter la révolution haïtienne à la révolution française. Il a montré que la révolution haïtienne a pour cause principale la révolution française. Mais dès que les Noirs aient accès d'aller étudier en France, ils voulaient effacer les opprobes des historiens mulâtres jetés sur les héros noirs. Mais malgré tout, ils acceptent, c'est-à-dire les Noirs acceptent que la révolution haïtienne ait subi l'influence de la révolution française.
Donc, le premier noir allant étudier en France qui a entrepris de laver les noirs dans l'historiographie mulatrice est l'haïtien Louis-Joseph Janvier. Donc, malgré tout, il n'a pas épargné. Donc, en effet, Leslie Perrin fait ressortir les principaux noiristes et les mulâtristes en ces termes. Il dit, les noiristes ou pro-noiristes passent l'éponge pour tous ces l'ouverture, Dessalines, Christophe et Accable, Pétion et Boyer. Les mulâtristes ou pro-mulâtristes de leur côté font le contraire. Parmi les premiers, on arrange Louis-Joseph Janvier, Pauloïs Sanon, Antoine Michel, Roger Dorsainville, Leslie Maniga, etc. Et les seconds alignent des noms tels que Thomas Madiou, Bobo Adouin, Joseph Saint-Rémy, François Dalancourt, Alfred Viro, etc. Rares sont ceux qui, comme Edmond Paul et Antonin Firmin, ont échappé à cette classification binaire. La malédiction de l'idéologie des couleurs ne semble pas épargner même les meilleurs esprits. Donc, un intellectuel mulâtre haïtien, en observant cette guerre historiographique noire et mulâtre, et guerre historiographique entre les Noirs et les Occidentaux, c'est-à-dire les Blancs, Hannibal Price, il fait cette déclaration. Il dit, des historiens haïtiens mulâtres comme Thomas Madiou et Bobo Adouin ont cherché à laver les mulâtres de ces cruelles accusations malheureusement, sans avoir su ou pu découvrir le sophisme qui leur sert de base. Ils ont recouru à leur tour à d'autres théories plus ou moins spécieuses, mais toutes incapables d'expliquer d'une manière satisfaisante. En premier lieu, les faits historiques nous montrent que ce ne sont pas les affranchis, les Noirs ou non qui ont fait la révolution dans le Nord. Elle a été l'œuvre directe de la casse des esclaves. Les Haïtiens guidés par leurs propres historiens et cherchant dans le passé colonial la clé et la solution de leurs difficultés sociales devraient trébucher et s'attacher sur ces sophismes. En général, ni dans le Nord ni dans l'Ouest, la révolution a été conduite par ceux dessus du panier de la caste des affranchis dont on nous montre l'éducation raffinée, le mess épuré. Il faut dire qu'en effet, certains mulâtres de bonne foi voyaient que l'histoire haïtienne doit être écrite par des Haïtiens. C'est ainsi Emile, l'un des plus grands intellectuels de son temps, et mulâtre, avait dit que ce sont encore les étrangers qui écrivent notre histoire. Elle sera toujours défectueuse tant qu'elle ne sera pas nationale. Alors les meilleures histoires de peuples sont celles qui sont nées d'eux-mêmes et qui ont par conséquent donné l'essence de leur nationalité. L'Haïtien seul est appelé à remplir un tel mandat pour Haïti. Ainsi, notre conviction que la meilleure histoire d'Haïti doit sortir de son sein, de la nation d'elle-même, n'est pas fondée sur une vaine perception ni sur une étoile patriotisme. Donc si on lit les écrits du français Duboca sur Dessalines, on verra que Dessalines est le pire cannibale qui n'ait jamais existé. Mais le mulâtre qui écrivait l'histoire écrivait dans le même sens que les Blancs. Parce que ce sont des racistes comme les Blancs. Donc il faut dire que tous les professeurs d'histoire d'Haïti qui enseignent dans les écoles en Haïti enseignent que la révolution haïtienne est fille de la révolution française. Donc cette bêtise étant ainsi enseignée montre que les héros de l'indépendance haïtienne n'étaient pas capables d'aucune révolution sans le secours des Blancs. Donc, en enseignant cela, on ne rend pas compte qu'on dit de façon indirecte que les Blancs ont libéré les Noirs, mais les Noirs ne se libèrent pas. Donc, on appuie le discours paternaliste occidental ce faisant, et qui dit toujours qu'il va aider, qu'il va délivrer les Noirs comme ceci, comme cela. Donc, nous ne pouvons pas aider nous-mêmes. Donc, c'est le principal problème du nègre. Il a la maladie du syndrome du sauveur blanc. Pour le Noir, la solution de son problème est le blanc. Donc, cette approche pseudo-historique est tellement ancrée, cela influence presque tout le monde. Il y a un homme dont l'activité panafricaine est tellement avancée et ancrée qui partage la même idée dont on vient de faire mention là. C'est Cyril Lionel Robert James. Il a écrit un ouvrage titré Les Jacobins Noirs, la révolution des Saint-Domingue qui est devenu classique. Et cet ouvrage a consacré son auteur à l'immortalité. Donc, dans cet ouvrage, l'auteur a dit l'unique révolte d'esclaves de l'histoire à avoir réussi trouve ses racines de la Révolution française. Et sans la Révolution française, aurait été inconcevable. Donc, on l'a déjà critiqué pour avoir partagé l'opinion de l'historiographie occidentale de son époque par des historiens noirs radicaux. Donc, les historiens africains feront toujours des erreurs de la matière historique haïtienne, tant qu'ils ne cherchent pas les enjeux de l'histoire haïtienne telle que Diop le fait pour l'Afrique dans l'historiographie mondiale. Donc, il faut étudier l'histoire d'Haïti, mes frères africains.
Mes amis internautes, pour traiter ce problème historiographique, il est quasiment important de dire que ce problème historiographique peut résoudre par la chronologie. Avant tout, on peut se demander quand la Révolution française a été commencée et quand la Révolution haïtienne a-t-elle été commencée. On peut même oser poser comme problème, quel est le premier peuple qui a fait la révolution dans l'histoire humaine? Quand et où l'humanisme a été né? Bon, nous posons ces problèmes pour découvrir les vérités originelles. Parce que ce sophisme historiographique a été basé sur l'ignorance de l'histoire du monde nègre. Parce qu'on fait croire que les nègres esclaves ne savaient pas ce qu'était la liberté, ils ne pouvaient pas en aucun cas se battre pour la liberté. Et pour qu'ils se révoltent, ils ont dû attendre les échos des doctrines des philosophes des Lumières. Et par exemple, l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipulant que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc on a osé dire que Toussaint Louverture avait pris conscience de sa mission en lisant la prophétie d'Abbé Raynal disant qu'un Spartacus noir serait né pour venger la race nègre. Donc certains historiens occidentaux eux-mêmes disent que Toussaint Louverture n'a jamais lu Raynal et il n'a aucune idée de lui. Donc on forge cette histoire pour montrer que les nègres se révoltaient grâce à la merci des autres blancs. Donc tout cela va dans le sens pour confirmer l'hypothèse disant que le nègre n'est capable de rien. Il a été libéré par le blanc. Voilà donc l'idée qui se cache derrière tout ça. Donc répondons aux questions que je me suis posées. Quel est le premier peuple qui a fait la première révolution dans l'histoire humaine? La réponse est simple. La première en date est la révolution osirienne. Cela a été rapporté par Oupou et dans le premier traité de sociologie du monde titré Admonition d'un sage. Donc la première révolution a été faite par des nègres. Et ce fut des nègres qui se révoltaient contre d'autres nègres. Cela veut dire que le nègre ne supporterait pas l'injustice même sous le joug des souverains de sa propre race, voire sous le joug d'un étranger. Donc on peut dire par là que la révolution en elle-même est nègre. Toute révolution dans l'histoire a pour racine cette première révolte. Donc on peut répondre à la question quand et où l'humanisme a été né. Donc, et selon l'aveu des savants de bonne foi de l'Occident, le premier mouvement humaniste est le mouvement de réformation socio-religieuse du Messou Akhenaton. Donc l'humanisme est une tradition nègre, pour bien vous dire. Donc le nègre, c'est par tradition que l'esclavage est un crime contre l'humanité, mes amis. Donc dans les lois de la Mahat, il y est écrit, tu ne causeras pas de souffrance aux humains, tu ne maltraiteras pas tes serviteurs, tu ne permettras pas un maître de maltraiter un serviteur. On peut voir que le premier texte des lois de l'humanité, qui est un texte nègre, dit qu'il ne faut pas maltraiter un serviteur, ni de permettre à un maître de maltraiter un serviteur. Donc, le sentiment de révolte chez les nègres contre les crimes est un fait naturel. Il n'a nul besoin d'entendre une théorie pour se révolter contre l'esclavage. D'autant plus, la première déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas celle de la France de 1789. Les spécialistes de l'UNESCO et de l'ONU admettent tous que la charte de Mandé et proclamation de l'acte fondamental du Manding, promulguée par Soudjata Keita, le fondateur du Mali, est la première déclaration universelle des droits de l'homme en date. Donc l'article 5 de cette déclaration dit: la faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. Il n'y a pas pire calamité dans ce bas monde. Tant que nous détiendrons le Kakwad et l'Acre, la faim ne tuera plus personne au Manding. Si d'aventure la famine venait à servir, la guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves. C'est-à-dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu, à fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. Donc, cette charte a été promulguée par l'empereur en 1236 de notre ère, c'est-à-dire, alors les premiers noirs arrachés de leur terre pour être faits d'esclaves sont arrivés à Saint-Domingue en 1503. Si vous lisez bien le texte juridique demandé, on constate vite que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 et de 1948 serait une reproduction et en d'autres termes de celle-là. Or, les esclaves arrivant à Saint-Domingue viennent de part et d'autre de toute l'Afrique. Le nègre n'avait nul besoin d'attendre la rumeur des doctrines des philosophes négrophobes de la France pour se révolter, mes amis. C'est le pire sophisme historiographique de penser une telle approche pseudo-scientifique. Donc, dans ce sens, ce fut une tradition ancienne africaine qui avait en horreur l'esclavage, mes amis, il faut admettre ça. Et dans ce sens, l'Afrique, depuis ses antiquités, fut en avance sur le monde occidental moderne. Un juriste français écrit: inutile de rechercher dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
L'esclavage n'est pas à cette date aboli en France. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne concernait ni les Noirs ni les femmes, qu'elles soient blanches, jaunes ou noires. Donc, c'est un pire cauchemar d'imaginer un tel sophisme. Et les fauteurs de cette révolution de 1789 sont les plus grands ennemis des nègres, il faut admettre ça. Dit que Montesquieu, dans son esprit des lois, avait plaidé contre l'esclavage est une ruse. Parce que c'est Montesquieu avait des esclaves à ses domaines. Donc c'est un hypocrite. Voltaire, dans son livre Essai sur le mœurs et l'esprit des nations, exprime ses haines envers les nègres. Et lui aussi, il avait des esclaves à ses domaines. Mirabeau, le plus influent de cette révolution, est l'ennemi le plus farouche de la race nègre. Il faut admettre tout ça. Et aucun homme sincère ne peut prétendre que la révolution haïtienne soit fille de la révolution française, mes amis, sans qu'il n'ait perdu la tête. C'est le fou peut imaginer une chose pareille. Donc il faut dire avec raison que tout l'effort des esclaves est complètement de leur propre génie ancestral. Parce qu'il faut dire que la philosophie d'Ubuntu avait son équivalent créole comitisme. La philosophie d'union, d'humanisme, d'unité africaine existait depuis la nuit des temps en Afrique. Les esclaves savaient parfaitement cela. C'est pourquoi ils savaient que l'esclavage était crime contre l'humanité avant les principes hypocrites des droits occidentaux. Mes amis, l'équivalence de la philosophie Ubuntu et son rôle dans la résistance des esclaves a été observé par le docteur Jean-Bertrand Aristide lorsqu'il irait en exil en Afrique du Sud en 2004. Dans son livre titré Poésie philosophique pour décolonisation mentale, il dit, et le livre a été écrit en créole, il dit Ubuntu Unbumuntu, Ngabantu, il veut dire en créole, yon moun se moun à travers communauté ya. Yon moun se moun l'el agit bien ak moun. En Haïti, on dit tout moun se moun, c'est-à-dire tout homme est un homme. Cela veut dire que la discrimination a été indiquée dans le créole avec des termes bien indiqués. Donc, le docteur Jean-Bertrand ici dit que le concept Ubuntu signifie en Zoulou humanité. Donc, ce fut la naissance de l'humanisme bien avant l'humanisme occidental et la philosophie des Lumières. Donc, si citons un peu quelques lignes sur l'origine de la dite philosophie dans la langue dans laquelle le livre dont on vient de faire mention écrit. Voici ce qu'a dit Jean-Bertrand ici. Il a dit, philosophie Ubuntu, c'est sous toute philosophie qui chita sous solidarité, tête ensemble, main contre respect, dignité, justice, liberté, ak l'amour pour moun. Depuis sous Épicouros, qui te fondé une dans plus grande école philosophique dans le pays de la Grèce environ 300 années avant naissance Jésus, arrivé sous philosophe Socrate, Aristote, Platon et Latrier, tout ça avait ça été paraître longtemps après Ubuntu. Courant philosophie qui domine la théologie premier chrétien, c'est l'amour qui semblait en pile la philosophie Ubuntu. Là, dans la philosophie Ubuntu, Africain te joint une force sans pareil pour résister contre l'esclavage. Petite l'Afrique était certain que tout le monde a dignité et donc personne ne doit traiter le monde tant que bête. Et ce qu'on peut ainsi traduire, un homme est un homme à travers les autres hommes, on devient homme à travers la communauté. On est homme lorsqu'on agit bien avec les autres. La philosophie d'Ubuntu est la source de toute philosophie qui a pour base la solidarité, l'harmonie, l'union, respect, dignité, justice, liberté et l'amour de l'être humain. Depuis sous Épicure fonda l'une des plus grandes écoles philosophiques en Grèce environ 300 ans avant la naissance de Jésus, arrivant sur les philosophes tels que Socrate, Aristote, Platon, etc. Tous ces savants furent venus bien longtemps après Ubuntu. Ce courant philosophique domine toute la théologie des premiers chrétiens. Et c'est une charité ressemblant typiquement avec la philosophie Ubuntu. Donc, dans la philosophie Ubuntu, l'Africain trouvait une force sans pareille en vue de résister contre l'esclavage. Les enfants d'Afrique savaient que tout homme est de la dignité et donc personne n'a le droit de traiter ses semblables tels qu'une bête. Mes amis, ce fut par le principe des philosophes des Lumières qui ont motivé les esclaves. C'est la philosophie de la charité de l'humanité traditionnelle africaine. Donc la révolution haïtienne est autogénèse, elle se crée elle-même. Mes amis, il faut un minimum de sincérité pour l'admettre, mes amis. La révolution haïtienne est antérieure à la révolution française, que l'on veuille ou non. La révolution haïtienne ne pouvait tirer ses sources de la révolution française en aucun cas, mes amis. La révolution haïtienne fut commencée depuis avec les premiers combattants, depuis sur le continent africain. Elle se poursuivait avec les révoltes sur les bâtiments, sur les mers, mes amis. Il faut admettre ça. Donc, il faut se souvenir de la reine Zinga du Congo. Elle résista à l'esclavage. Elle défia en 1644 l'armée portugaise en vue d'empêcher la déportation des esclaves, mes amis. Ensuite, la reine
Vita du Congo, elle aussi avait résisté à l'esclavage. Elle milita contre la traite négrière. Il faut dire, elle fut tuée en 1706. Mais avant, et 1791, la cérémonie du bois caïman. Il faut se rappeler que la reine Amina, la reine guerrière du royaume Aoussa, elle militait contre l'esclavage, elle aussi, mes amis. Il suffit de noter cette date pour voir l'antériorité de ces révoltes avant la cérémonie du bois caïman qui avait eu lieu en 1791. Donc, pour moi, on place cette date pour la date du début de la révolution haïtienne parce qu'on a sophisme derrière tout ça. Tout cela a été sophisme historiographiste en vue de situer la révolution haïtienne dans le temps et dans l'espace après la révolution française, dans l'idée de faire la révolution haïtienne fille de la révolution française, mes amis. Mais mes amis, les révolutionnaires haïtiens sont les successeurs des révolutionnaires africains qui résistaient depuis sous le continent. Il faut être clair. Donc, les révolutionnaires haïtiens sont les continuateurs des esclaves révoltés sur les mers, mes amis. Parce qu'en 1751, les révolutionnaires sur les mers avaient incendié le navire Illimay. En 1767, le navire industriel a été capturé par des guerriers africains, mes amis. Et ensuite, en 1769, des guerriers africains capturaient le navire Nancy, libéraient tous les esclaves et tuaient les Blancs. Et mes amis, cela montre que la révolution anti-esclavagiste existait avant la révolution de 1789 des Français. Donc, en aucun cas, la révolution anti-esclavagiste, qui est la révolution haïtienne, ne peut être fille de la révolution française. On dit que le premier groupe d'esclaves fut arrivé à Saint-Domingue en 1503. Et depuis à cette date, les Noirs pratiquaient déjà le marronnage, mes amis. Ils rejoignaient les Amérindiens révoltés sous la révolte de Cacique Henri au Barreau Rico. Mes amis, toutes ces révoltes sont les racines de la révolution haïtienne. Tout cela a eu lieu avant 1789. Donc les Français ne pratiquaient pas encore l'esclavage lorsque la révolution haïtienne fut commencée, mes amis. Il faut être clair. Mes amis, la révolution haïtienne débutait en Afrique. Elle accélérait depuis sous la domination espagnole. Elle est achevée sous la domination française en 1804. Il faut admettre ça, mes amis. Et il faut noter que la révolution haïtienne est anti-esclavagiste. Donc, la lutte contre l'esclavage débutait sur le continent africain au moment même de la traite, mes amis. Donc, en aucun cas, la révolution haïtienne ne peut être fille de la révolution française. C'est un fait avéré. Mes amis, un journaliste communiste français de gauche du nom de Pierre Hervé avait écrit des lettres à un historien français du nom Étienne Chélier, qui venait de publier un livre titré « Aperçu sur la formation historique de la nation haïtienne », dans lequel il fait remonter la révolution haïtienne à la révolution française. Et dans ses arguments visant à prouver l'antériorité de la révolution haïtienne à la révolution française, Pierre Hervé déclare, il dit « L'esclave s'est aguerri au cours de ces nombreuses révoltes, dont celle de Padre-Jean en 1679, de Macandal dans la période qui va de 1740 à 1758, autour de cette communauté des Marrons de Barreau Rico officiellement reconnue en 1785. Ces faits indiquent que l'esclave n'a jamais été passif quant à son sort. En effet, ces actions de révolte et de lutte des esclaves à Saint-Domingue n'ont pas attendu la Révolution française de 1789 pour être organisée, mes amis. Donc, c'est une citation pleine d'essence. Bon, tel que le dit Cheikh Anta Diop, il faut honorer l'objectivité, c'est une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Pierre Hervé était fervent défenseur de la révolution haïtienne, mes amis. Pendant que lui, en tant que blanc, il défend la révolution haïtienne, les mecs disent des bêtises sur cette révolution mère. Donc, il faut dire qu'après la révolution osirienne étant la première révolution dans le monde ancien, la révolution haïtienne est la première révolution moderne au vrai sens du terme, mes amis, il faut l'admettre. Il faut retenir en passant que la révolution française n'est pas une révolution. C'est un complot sur le monde, c'est une conspiration maçonnique contre l'humanité. Et presque tous les grands historiens disent, par exemple Pierre Deschamps qui a publié un ouvrage titré « Les sociétés secrètes et la société philosophie de l'histoire contemporaine » a montré l'origine maçonnique de la révolution de 1789 des Français. Mes amis, depuis 1503 à Saint-Domingue même, la révolution haïtienne fut débutée. Il y avait déjà des figures de proue de révolutionnaires tels que Padre-Jean, qui se révoltait en 1679, Macandal en 1740, soit des dizaines d'années avant la cérémonie de Bois Caïman en 1791. Mes amis, Hannibal Price écrivait dans son livre de la réhabilitation de la race noire par la République d'Haïti, il dit la révolte de Polydore a eu lieu vers 1730. Elle avait été précédée en 1720 par celle de Colas
10 jambes coupées. Dans le bois de Lens, près de la grande rivière, se trouve le moine Amantègre, qui était assez raide dans ses pentes, a servi quelquefois d'asile au nègre Mahon. Après Polydore, en 1777, le nègre Kanga, autre chef de bande et désolateur du canton des écrevisses, a expié sous le glaive de la loi de nouveaux ravages. Et au mois de septembre 1787, Gillot, surnommé Yaya, a été condamné au dernier supplice pour avoir renouvelé dans les parois du Trou et du Terrier Rouge les scènes qui caractérisent un brigand sanguinaire. Yaya devait en 4 ans avoir pour successeur Jean-François les Biassou et Toussaint Louverture lui-même, le chef de la grande et décisive révolte des esclaves du Nord en 1791. On peut voir qu'il s'agit d'une chaîne historique révolutionnaire ininterrompue, mes amis. Depuis Pas de Jean jusqu'à Toussaint Louverture, c'est une chaîne révolutionnaire ininterrompue. Donc, en aucun cas, la révolution haïtienne n'est interrompue et ne peut être fille de la révolution française. Je dis de préférence que la révolution française est fille de la révolution haïtienne, mes amis. C'est un fait avéré. Donc, on suppose que pour se révolter, les esclaves ont dû besoin d'une idée. Donc, pour montrer l'ignorance de la race noire dépourvue de toute idée, on dit que son idée révolutionnaire fut celle des philosophes de français de 1789. Or, l'idée qui animait les révolutionnaires haïtiens est issue de la tradition du vaudou. Donc, ce même Pierre Hervé soutient cela dans l'une de ses lettres. Il dit, on a eu raison de vous remarquer que l'idéologie religieuse d'origine africaine a joué chez les esclaves un plus grand rôle que les fameux principes de 1789. Donc, parce que tous les historiens de bonne foi admettent que le vaudou est libérateur, c'est lui qui a libéré, que l'on veuille ou non, Haïti. Donc, même le secrétaire d'État américain, Colin Powell, avait créé le vaudou. Jusqu'à nos jours, on a créé le vaudou. Et Colin Powell, lors du retour de Jean-Bertrand Aristide, et en 1993, dit qu'il n'avait aucune crainte de l'armée haïtienne, mais il avait une crainte du vaudou haïtien, parce que le vaudou est une doctrine de résistance. Certainement, la cérémonie du bois caïman était une cérémonie vaudou, mais une cérémonie des doctrines de 1789. C'est-à-dire des doctrines de la franc-maçonnerie. Pierre Hervé va plus loin pour dire aucune des forces agissantes de la Révolution française, ni par exemple de la démocratie américaine, n'offre une possibilité d'accord sur la suppression de l'esclavage. De ce point de vue, la Révolution d'Haïti, à savoir celle des esclaves, est complètement isolée. C'est un fait avéré. Donc la Révolution haïtienne n'a aucune mère. Elle n'a ni père ni mère. Cependant, elle a des fils et des filles. Parce que la révolution bolivarienne en Amérique latine, la révolution française, la révolution américaine des États-Unis, la révolution russe de 1917, si elle a influencé par la révolution russe, elle a sûrement son influence sur les révolutions communistes de l'Asie, la révolution des nègres sur tous les points du globe. Toutes ces révolutions sont filles de la révolution haïtienne. Il faut dire que je viens de montrer que la Déclaration universelle des droits de l'homme est issue de la charte de Mandé de Soundjata Keïta. Mais il est important de rappeler ici que Toussaint Louverture était conscient de tout cela. Puisqu'il a écrit dans une lettre à un colon blanc, il dit « C'est chez nous que règne le véritable droit de l'homme ». Donc, mes amis, et même les acteurs de la révolution haïtienne avaient conscience de l'histoire. Ils savaient que les historiens vont dire que la déclaration des droits de 1789 est la source de leur motivation révolutionnaire, chose futile et sans fondement. Seul un crétin peut imaginer une chose pareille, mes amis. Et je vais enfoncer le clou pour prouver que nous n'avons aucun compte à rendre à personne. Nous ne sommes pas ingrats si nous disons merci à quiconque, mes amis. Souvent on dit qu'on avait imité l'art de la guerre occidentale pour se battre contre eux. Mes amis, c'est un sophisme. On n'a rien fait de semblable, nous avons utilisé les méthodes des guerriers traditionnels africains. Parce que Léon François Hoffman rapporte, il dit que c'est l'Otto Mamadiou, la plupart des hommes de Sans Souci, de Petit Morel Prière, de Jacques Tellier, de Cagnet et d'autres chefs du Nord étaient des Africains qui refusaient de se laisser commander par le noir créole. Ils avaient surtout en horreur l'organisation militaire,
Ils refusèrent constamment de l'adopter. Ils combattaient comme en Afrique, divisés par tribus, précédés de leurs sorciers et des emblèmes de leurs superstitions dans l'Ouest. L'amour de race aussi africain ne voulut jamais organiser les combats entre troupes régulières. Vous voyez? Donc, même l'armée indigène avait adopté les stratagèmes de la guerre traditionnelle africaine. Donc, c'est la montre à quel point la révolution haïtienne n'a rien de français. C'est une révolution africaine dans tous ses traits. Donc, il faut dire que même la langue de la révolution haïtienne n'est pas française. C'est un créole que nous avons tout fait, mes amis. Le colon a beau dire que les esclaves, dans leur incapacité de parler les langues sophistiquées occidentales telles que le français, l'anglais, l'espagnol, le portugal, avaient créé un dialecte pour communiquer. Donc, ils ont oublié que le noir est celui qui a plus d'aisance pour parler plusieurs langues que n'importe quel autre dans le monde, selon l'aveu même des Occidentaux. Il faut être clair, mes amis. Donc, on a même avancé que le créole haïtien est une langue romane de la famille indo-européenne telle que le français, l'anglais et autres. Donc, tout n'est que mensonge, puisque le créole est une langue négro-africaine. Elle n'est pas inventée dans les colonies, il faut admettre ça. Elle existait depuis des temps anciens en Afrique. Et des linguistes panafricains ont déjà démontré tout cela, on s'en passe. Donc, tous ces facteurs contribuent à prouver que la révolution haïtienne ne peut être fille en aucun cas de la Révolution française. On sait que la Révolution française est inspirée des sociétés secrètes des vaudouisants. Il faut admettre ça. Parce que le colonel Mélenchon a quasiment confirmé cela lorsqu'il dit cette secte, c'est-à-dire le vaudou, me paraît tenir aux illuminés. Il n'y a que des fanatiques, des sots ou des imbéciles qui puissent s'inquiéter d'une secte qui me paraît à peu près celle de la maçonnerie. Donc, il dit que les sociétés secrètes des vaudouisants sont à ses yeux comme la maçonnerie. Et on observait les sociétés secrètes africaines pour fonder la franc-maçonnerie, les amis. On observait que les esclaves avaient préparé les révoltes dans les cérémonies du vaudou au cours des cérémonies. Mes amis, c'est dans ce sens qu'on fait les sociétés secrètes occidentales. On dit qu'elles sont les églises de la révolution parce que les sociétés secrètes du vaudou étaient des sociétés révolutionnaires, mes amis. Donc, je fais ressortir ces approches en vue de prouver la racine nègre de la Révolution française. Parce que si la Révolution française est une conspiration maçonnique et la maçonnerie est une imitation des sociétés secrètes du vaudou, eh bien, les indices montrent que la Révolution de 1789 est influencée par la révolte des vaudouisants esclaves. Donc, mes amis, les francs-maçons mentent sur l'origine historique de les sectes. Et nous savons tous la première charte qui fondait la maçonnerie est la charte de Cologne en 1535. Donc, on peut noter cette date pour la date principale de la naissance de la maçonnerie. Donc, c'est un contact avec le monde noir que les Occidentaux avaient imaginé l'existence des sociétés secrètes pour révolutionner, mes amis. Donc, de même que les membres des sociétés secrètes africaines sont des gardiens de la société et de la tradition, ainsi les francs-maçons veulent faire du monde l'image de leur secte et ils veulent être érigés en modèle, en gardien des traditions mondiales. Donc, il y a un fait surprenant qu'on ne peut pas passer sous silence en aucun cas. C'est la participation active du célèbre général haïtien à la Révolution française, Thomas Alexandre Dumas, natif de Saint-Domingue. Il était né le 25 mars en 1762 à Jérémie. Il est le père du célèbre écrivain français Alexandre Dumas. Il faut dire qu'Alexandre et Thomas Alexandre Dumas fut le premier général noir d'origine afro-caribéenne de l'armée française. Il est l'un des meneurs de la Révolution française. Il faut dire qu'il massacrait beaucoup d'ennemis de la Révolution pour faire triompher la Révolution française de 1789. Donc, à la Révolution, pour les natifs de Saint-Domingue, c'était anéanti pour obtenir la chose voulue. Et c'est ainsi Thomas Alexandre Dumas avait appliqué cette doctrine à la Révolution française. La Révolution française, en tout sens, est un plagiat. Elle est une continuité de la Révolution haïtienne. Donc la Révolution française est une scène de la révolution des esclaves dans l'espace français. C'est ça tout simplement. Donc la présence de ce natif de Jérémie prouve l'origine de la Révolution de 1789. Donc, la Révolution française étant l'effet de la philosophie des Lumières a été influencée par le mouvement révolutionnaire fait à Saint-Domingue. Donc, personne ne peut ignorer l'influence des nouvelles venant de Saint-Domingue sur la philosophie de l'histoire des guerres et sur les philosophes des Lumières français, mes amis. Donc, un professeur d'université, Suzanne Bickmos, vient de publier un célèbre ouvrage titré Guerre et Haïti, dans lequel il a montré l'influence de la révolution africaine haïtienne sur la pensée de ce philosophe allemand. Donc, on ne veut pas
le dire, on le dira pour eux. Mes amis, la Révolution française est bien fille de la Révolution haïtienne, mes amis. Donc, on dit que la Révolution française fut transportée à Saint-Domingue à l'aide des mulâtres qui allaient s'instruire en France. On montrait que le nègre n'avait aucune idée révolutionnaire bien avant les philosophes des Lumières. Donc, un esclave ghanéen du nom Amo a soutenu la problématique de l'esclavage en 1729 dans son traité Dissertatio Inauguralis de Jure Morum en Europa. Et il est le premier noir devenu docteur en droit en Europe. Il est le premier philosophe noir européen. Donc, dans l'ouvrage dont il est question, il défendait la liberté des esclaves et il a prouvé avec force par l'histoire que la traite des nègres était illégitime. Donc, il est le premier savant qui critiquait la traite par la plume de façon scientifique, bien avant les philosophes des Lumières occidentaux. Donc, il est considéré par les Occidentaux comme l'un des philosophes des Lumières, mais on ne l'a pas étudié dans l'histoire de la philosophie des Lumières parce qu'il est un nègre. Mes amis, encore un noir du nom de Capitaine était depuis 4 ans étudiant à la faculté de théologie calviniste de l'université de Leiden en Hollande. Bon, quand il termina ses études par une discussion publique, le 10 mars 1742 sur le sujet de servitude libertati Christianae non contraria. L'esclavage n'est pas opposé à la liberté chrétienne. Donc, dans ce livre en latin, Jacobus, Capitaine, avait soutenu une théorie anti-esclavagiste, même si celle-là fut calquée sur la doctrine chrétienne suivant le contexte de l'époque. Et donc, si nous faisons un jugement chronologique, nous constatons que la théorie et de ces deux philosophes sont antérieurs à la déclaration des droits des révolutionnaires français de 1789. On constate que plus que sa théorie précède celle de Montesquieu, puisque le livre de Montesquieu, Esprit des lois, aurait été paru en 1758, soit 16 ans après le livre de Jacobus. Et il est important de noter que le livre de Montesquieu fut le premier texte, si je me trompe, et philosophique occidentale contre l'esclavage. Mais il est postérieur au texte des philosophes noirs contemporains de Montesquieu. Donc le livre de Jacobus date de 1758, soit 16 ans avant le livre de Montesquieu. Le livre d'Amo a publié 29 ans avant le livre de Montesquieu. Donc la Révolution française a été de préférence influencée par les révoltes et la pensée de ces nègres-là. Il faut l'admettre. Donc, quelle que soit la façon dont on aborde le sujet, on verra que la révolution haïtienne n'a aucun compte à rendre et qu'elle ne soit pas en aucun cas fille d'aucun mouvement de pensée qui ne soit sorti du cerveau de nègre, peu importe le lieu où il s'y trouve. De ce fait, elle est totalement en soi et pour soi. Donc, la révolution haïtienne est comme la divinité suprême. Elle existe par elle-même, elle s'auto-régénère. Mes amis, le peuple haïtien est un peuple révolutionnaire par nature. Il se résigne, mais il finit par se révolter. D'ailleurs, beaucoup d'intellectuels cherchent des moyens pour guérir l'instinct révolutionnaire qui sévit dans le gène du peuple haïtien. Parce que la révolution, dans le ciel, on n'entend pas, la franc-maçonnerie est nègre. Et je dis que la révolution haïtienne est la mère de toutes les révolutions modernes. Parce que les révolutions russes de 1917 citent souvent les scènes de la révolution haïtienne pour mener leur révolution. Donc cela veut dire qu'elle a été influencée par la révolution haïtienne. Les États-Unis avaient conquis leur indépendance grâce aux 1030 soldats haïtiens. Et ensuite, l'Amérique latine a été financée par tous les moyens par Haïti pour atteindre l'indépendance. Donc Haïti avait libéré la Grèce en Europe. Les Grecs venaient jusqu'en Amérique pour trouver de l'aide. Parce que le nom d'Haïti fait du bruit dans le monde à l'époque comme pays anti-esclavagiste qui voulait mettre fin à l'esclavage sur tous les points du globe. Pour cela, les Grecs venaient, ils trouvaient de quoi pour se libérer et ils se libèrent vraiment. Donc la France a été libérée du joug de la monarchie absolue par l'influence des révoltes des esclaves haïtiens et par la bravoure d'Alexandre Dumas, le général haïtien. Donc de ce fait, la race noire fut libérée par la révolution haïtienne dans toute son entièreté. Donc mes amis, Haïti, une petite île par détermination et conviction a sauvé le monde. Mais malgré tout, en retour, tous les pays auxquels il a apporté ses aides veulent ses malheurs. Et c'est pourquoi il faut dire en gros c'est que la révolution haïtienne dans son vrai sens. Elle n'a jamais été, elle n'est pas, elle ne sera jamais fille de la révolution, d'aucune révolution dans le monde. Dans le monde moderne, toutes les révolutions sont filles de la révolution haïtienne parce que toutes ces révolutions ont été influencées par la révolution haïtienne. Et tous les grands révolutionnaires avaient pour modèle Dessalines, Christophe. Donc,
C'est là, mes amis, il faut cesser le sophisme et il faut cesser d'enseigner cette bêtise dans les écoles haïtiennes. Et les Africains doivent cesser de répéter cette bêtise. Merci.